He knew the youth vote. You know, we won the youth vote by 36 points. And he was saying, Dad, you got to go out and do this one and that one. J'appelle des États-Unis. Elle se fait tabasser. Le 18 janvier 2025. Ces mots ont percé les grésillements d'un appel d'urgence international. À des milliers de kilomètres de là, à Londres, une violente agression était diffusée en direct sur FaceTime. Le témoin n'était pas un simple passant, mais l'adolescent le plus célèbre du monde. Ce qui suivit ne se résuma pas à un simple sauvetage. Ce fut le moment où le public comprit enfin que le baron Trump avait suivi la situation de bien plus près que quiconque ne l'avait imaginé. L'appel de minuit de la Maison-Blanche, à Londres Est. Il était 2h23 le 18 janvier 2025. Mais pour le baron Trump, à des milliers de kilomètres de là, aux États-Unis, l'heure n'avait aucune importance. Ce qui avait commencé comme un simple appel FaceTime avec une amie proche, rencontrée sur les réseaux sociaux et avec qui il entretenait une relation discrète malgré la distance, s'est soudainement transformé en un véritable cauchemar. Dès que la communication a été établie, Baron n'a pas vu le visage familier de son ami. À la place, il a aperçu un plafond déroutant, accompagné de cris glaçants. Pendant une fraction de seconde, un homme torse nu aux cheveux foncés, identifié plus tard comme Matvey Rumyantsev, âgé de 22 ans, est apparu à l'écran. Puis, la caméra a brusquement basculé pour révéler la femme, hystérique et en larmes, en train d'être frappée. L'appel a duré à peine 10 secondes avant de s'interrompre. Mais ces 10 secondes ont suffi à déclencher une opération de sauvetage périlleuse menée par le membre le plus discret de la famille présidentielle. À cet instant précis, Baron Trump s'est trouvé confronté à un obstacle technologique et juridique inédit. Comment appeler la police pour un crime commis sur un autre continent? La plupart des adolescents auraient paniqué ou tenté de rappeler la victime, risquant ainsi d'aggraver la situation. Baron, cependant, fit preuve d'un sang-froid tactique qui allait plus tard stupéfier les procureurs du tribunal de Snaresbrook. Sachant qu'un rappel ne ferait qu'alerter l'agresseur, il s'efforça immédiatement de contourner les barrières téléphoniques internationales pour joindre les services d'urgence britanniques. Il ne se contenta pas d'appeler le 999. Il aurait également mobilisé des amis pour que l'alerte soit donnée de plusieurs manières. Lorsqu'il a finalement réussi à joindre un opérateur de la police de la City de Londres, la transcription de cette conversation, publiée un an plus tard, en janvier 2026, a révélé un jeune homme agissant sous l'emprise de l'adrénaline et d'un désespoir extrême. « Oh, j'appelle des États-Unis. Je viens de recevoir un appel d'une fille. Vous savez, elle se fait tabasser, a dit Baron à l'opératrice. Sa voix, enregistrée officiellement, n'avait rien de l'assurance d'un fils de politicien. Baron a déclaré: « Je vous appelle des États-Unis. Je viens de recevoir un appel d'une connaissance qui se fait agresser. C'est une véritable urgence. » C'était le ton brut et urgent d'un témoin conscient que chaque seconde comptait. Tandis qu'il peinait à fournir l'adresse londonienne précise, le répartiteur suivait un protocole strict, posant une série de questions standards sur son identité et ses liens avec la victime. C'est alors qu'un éclair du fameux tempérament de Trump transparaissait. Non par arrogance, mais par une extrême urgence. Lorsque l'opérateur a insisté pour obtenir des détails biographiques, Baron a contourné la bureaucratie. Après tout, ces détails n'ont aucune importance. Elle se fait agresser. L'opératrice, ignorant qu'elle parlait au fils du président élu, le réprimanda sèchement. « Pouvez-vous arrêter d'être impoli et répondre à mes questions? » Cet incident, rediffusé devant un jury un an plus tard, devint l'élément central de ce que personne n'avait perçu chez le baron Trump. Loin de l'image de la figure silencieuse et imposante qu'on voit souvent suivre ses parents lors des manifestations, le baron qui a appelé les secours était un homme d'action, prêt à passer pour impoli si cela permettait de sauver une vie. Il a fini par s'excuser auprès de l'opératrice en disant « Elle est en train de se faire tabasser violemment et l'appel date d'il y a environ 8 minutes. Je ne sais pas ce qui a pu se passer entre-temps, alors excusez-moi d'avoir été impoli. » Ce fut un rare aperçu spontané de sa personnalité, un mélange de loyauté sans faille et d'une intransigeance absolue face à la médiocrité, surtout lorsqu'une vie était en jeu. Il fournit les informations nécessaires, raccrocha et attendit dans le silence de la nuit américaine, impuissant, ne pouvant rien faire d'autre qu'espérer que les sirènes qu'il avait déclenchées se déplacent assez vite. Lorsque la police métropolitaine arriva à l'appartement de New Providence Wharf, dans l'est de Londres, elle découvrit une scène de chaos. Les images de la caméra corporelle diffusées lors du procès de 2026 ont capturé le moment où la victime a réalisé que les secours étaient enfin arrivés. Ensanglantée et tremblante,
Elle a dit aux policiers quelque chose qui ressemblait d'abord à une hallucination. « Je suis ami avec Barron Trump, le fils de Donald Trump. » Les policiers étaient sceptiques, et l'un d'eux a même déclaré à un collègue « Il semblerait donc que cet informateur américain soit le fils de Donald Trump. » Pour vérifier cette affirmation, ils ont demandé à la femme de le rappeler en leur présence. « Bonjour, Barron. Tu as appelé la police ou quoi que ce soit? » demanda-t-elle. Sa réponse fut immédiate et posée. « J'ai demandé à quelqu'un d'appeler la police. Je vous ai appelé. C'était la meilleure chose à faire. Je n'allais pas le rappeler et le menacer, car cela n'aurait fait qu'empirer les choses. Les suites de cet appel ont révélé une facette plus sombre de l'histoire. L'agression n'était pas un acte de violence gratuit, mais aurait été motivée par l'amitié même que Barron cherchait à préserver. Devant le tribunal de Snaresbrook, l'accusation a soutenu que Matvei Rumyantsev était rongé par une jalousie maladive concernant la relation de la femme avec Barron. Rumyantsev aurait vu le nom de Barron apparaître sur son téléphone plus tôt dans la soirée et serait entré dans une rage folle. En répondant lui-même à l'appel FaceTime et en pointant la caméra sur la victime pendant qu'il l'agressait, Rumyantsev ne se contentait pas de commettre un crime, il provoquait l'homme à l'autre bout du fil. Il pensait que la distance entre Londres et New York rendait le baron impuissant. Il se trompait. Cet appel nocturne marque un tournant décisif dans le récit public du baron Trump. Pendant des années, il est resté une énigme, un enfant ayant grandi dans l'ombre d'un père charismatique et d'une mère farouchement protectrice. On spéculait sur ses centres d'intérêt, sa voix, sa personnalité, mais il demeurait un acteur discret du drame politique américain. L'appel d'urgence de 2025 a tout changé. Cela a prouvé que, malgré sa discrétion quant à ses apparitions publiques et son implication dans ses études à NEDAU, il possédait un instinct protecteur hors du commun. Le témoignage de la victime en janvier. 2026 a parfaitement illustré l'importance de ses actes. Il m'a sauvé la vie. Cet appel était comme un signe du destin. Personne ne se doutait que, pendant que le monde entier débattait du retour au pouvoir de son père, Barron Trump, discrètement, veillait sur une rue située à près de 50 km de distance via FaceTime. C'était la première fois que le public voyait Barron non pas comme un fils, mais comme un homme conscient du pouvoir de sa voix et prêt à l'utiliser pour rapprocher un ami dans les moments les plus difficiles. Ce fut l'instant où le fils discret devint le témoin le plus important dans un tribunal londonien, prouvant que ce qui comptait le plus chez Barron Trump, ce n'était ni son nom ni sa taille, mais sa détermination inébranlable et cachée. Tandis que le monde voyait un témoin paniqué, le sang-froid dont fit preuve Barron sous la pression était une qualité forgée dans les recoins les plus secrets de la Maison-Blanche, la forteresse bilingue. Pour comprendre pourquoi Barron Trump a été capable d'une réponse aussi décisive et coordonnée à l'échelle internationale en pleine crise, il faut se pencher sur le cocon bilingue dans lequel il a grandi. Pendant 18 ans, Barron est resté la figure la plus discrète de l'entourage de Trump, un enfant protégé par un périmètre à la fois physique et linguistique. Tandis que le public américain voyait un garçon silencieux et imposant en costume, la réalité était celle d'un jeune homme élevé au sein d'un microcosme composé de sa mère, Melania, et de ses grands-parents maternels, Victor et Amalia Knobs. Entre les murs de la Trump Tower, puis de la Maison-Blanche, la langue principale n'était pas l'anglais, mais le slovène. Cet isolement linguistique était un choix délibéré de Melania Trump, qui souhaitait offrir à son fils un héritage qui lui soit propre, distinct de l'image médiatique et omniprésente de son père. Dès l'âge de 4 ans, comme on peut le constater dans des extraits de l'émission Larry King Live récemment réapparue, Barron parlait avec un accent slovène prononcé. « Tu vas à l'école maintenant? Oui, tu déjeuneras et ensuite tu iras à l'école. C'est à mon tour? Oui, tu déjeuneras d'abord. » Ce n'était pas simplement une habitude d'éducation, c'était un repère psychologique. Dans un monde où le nom de son père était source de tensions internationales, le slovène était le code secret du baron, un moyen de communiquer avec son principal soutien sans que le monde extérieur ne puisse les entendre. Ce bilinguisme favorisait une flexibilité cognitive unique, lui permettant de naviguer simultanément entre deux identités culturelles très différentes. Cependant, cette forteresse n'était pas seulement une question de langue. Elle représentait un engagement radical envers la vie privée, frôlant l'isolement monastique. En 2017, Melania Trump a retardé son installation à la Maison-Blanche afin que Barron puisse terminer son année scolaire à la Columbia Grammar School de New York, un geste qui a clairement indiqué que la stabilité de Barron primait sur les considérations politiques. Durant les 4 années du premier mandat de Trump, tandis que ses aînés, Don Jr.,
Ivanka et Eric devenaient des figures importantes et des conseillers de premier plan. Barron était quasiment absent des intrigues de la Maison-Blanche. Premier fils présidentiel depuis JFK Jr. À grandir à la Maison-Blanche, il y demeurait pourtant une figure discrète, préférant la tranquillité de la résidence présidentielle au feu de la rampe. Cette éducation a forgé chez lui une personnalité économe et pragmatique qui s'est affirmée à la fin de son adolescence. Bien qu'héritier d'une fortune de plusieurs milliards de dollars, Barron était connu pour sa discrétion. En 2024 et 2025, des rumeurs circulaient selon lesquelles il portait un simple sac à dos à 88 $ et se tenait à l'écart des articles de luxe ostentatoires prisés par de nombreux enfants de familles ultra riches. Ce manque de prétention se reflétait dans sa relation avec son père. Si Donald Trump a souvent qualifié Barron d'intelligent et de grand, il a également reconnu l'univers à part dans lequel évolue Barron. Fin 2025, le président élu l'a surnommé le fils de Melania, faisant allusion au fait que, bien que Barron porte le même nom que Trump et que son tempérament soit directement inspiré de la réserve et du calme européen de sa mère. Le passage de cette forteresse au monde adulte fut marqué par le décès de sa grand-mère Amalia début 2024. Comptant parmi les rares personnes avec lesquelles il communiquait exclusivement en slovène, sa disparition signant la fin de sa protection infantile. Peu après, Barron commença à s'affirmer, non seulement comme un fils, mais aussi comme un atout stratégique. Il s'inscrivit à la Stern School of Business de l'Université de New York, choisissant de vivre chez ses parents dans la Trump Tower plutôt qu'en résidence universitaire. Un dernier clin d'œil au cercle protecteur qui avait façonné sa vie. Il commença à conseiller son père sur la manosphère, l'encourageant à se lancer dans la création de podcasts longs destinés aux hommes de la génération Z. Une initiative qui s'avéra cruciale lors de l'élection de 2024. Mais cette forteresse bilingue ne se contentait pas de le protéger. Cela l'a préparé. Cela lui a permis de garder son calme alors que le monde extérieur était plongé dans le chaos. Le sang-froid dont il a fait preuve lors de l'appel d'urgence à Londres n'était pas le fruit du hasard. C'était le fruit d'une vie passée à observer le monde derrière une paroi de verre, à apprendre à réagir lorsque cette paroi s'est finalement effondrée. Le baron Trump est entré dans la conscience collective comme une énigme silencieuse. Mais comme l'ont prouvé les événements de 2025 et le procès de 2026, ce silence n'a jamais été synonyme d'absence. C'était le signe d'un jeune homme qui attendait simplement le moment opportun pour prendre la parole. Mais ce garçon, élevé dans un cocon linguistique, devenait peu à peu l'architecte d'un nouveau type de pont politique, le maître d'œuvre de la génération Z. Pendant que les médias s'attardaient à analyser les discours traditionnels de Donald Trump lors de ses meetings, une révolution silencieuse se tramait en coulisses. En 2024, la forteresse bilingue n'avait pas seulement ouvert ses portes, elle était devenue un véritable centre de commandement. Personne ne se doutait que le jeune homme, qui ne prononçait quasiment jamais un mot en public, était en réalité le principal artisan de la stratégie de communication la plus efficace de son père. La conquête de la sphère masculine. Barron avait compris ce qui échappait aux consultants politiques chevronnés. Sa génération ne s'informait pas par bribes ou débats télévisés. Elle vivait dans l'univers brut, sans filtre et souvent chaotique des podcasts de 3 heures et des diffusions en direct de jeux vidéo. La stratégie était simple. Mais chirurgical. Lorsque l'équipe de campagne de Trump a présenté une liste d'invitations aux médias traditionnels, le président élu, comme chacun sait, s'est rangé à l'avis de son plus jeune fils. Appelle Barron et vois ce qu'il en pense, est devenue la réponse habituelle. Barron n'a pas seulement approuvé la liste, il l'a élaborée. Il a incité son père à s'intéresser à des personnalités comme Theo Vaughn, Logan Paul, les Nelk Boys et Aiden Ross. Il ne s'agissait pas de simples interviews, mais d'une véritable immersion culturelle. Barron avait compris qu'en discutant informellement avec Theo Vaughn des dangers de la dépendance ou en dansant sur TikTok avec Aiden Ross, son père se montrait plus humain aux yeux d'une génération de jeunes hommes qui se sentaient exclus du discours dominant. Le joyau de cette stratégie était l'expérience Joe Rogan. Pendant des années, Rogan avait été l'idole ultime des candidats politiques. Mais c'est Barron qui, semble-t-il, a donné le coup de grâce, convainquant son père que 3 heures de conversation sans filtre valaient plus qu'une centaine de meetings. Dès sa diffusion, l'épisode a cumulé plus de 26 millions de vues en 24 heures. Trump lui-même a ensuite admis à l'antenne: il ne s'agissait pas simplement d'un fils aidant son père, mais d'un membre de la génération Z traduisant un nouveau langage numérique pour un milliardaire de 78 ans.
Cette influence ne se limitait pas à la réservation d'invités. Barron a profondément marqué l'atmosphère numérique de la campagne. Il comprenait le vote des « bros », un groupe de jeunes hommes, souvent sans affiliation politique, qui privilégiaient l'authenticité et l'humour incisif aux programmes politiques léchés. En 2026, les analystes politiques, se penchant sur la victoire de 2024, réalisèrent que l'influence de Barron avait fait basculer le vote des jeunes dans des proportions inimaginables auparavant pour un candidat républicain. Officiellement étudiant à la Stern School of Business de l'Université de New York, Barron agissait de facto comme directeur du numérique, prouvant ainsi que son silence durant ses années à la Maison-Blanche avait en réalité été une période d'observation et d'apprentissage intense. Mais ce rôle de conseiller discret recelait une face plus sombre et complexe que le public ne découvrit qu'au cours du procès de 2026. La jalousie des Matvei Rumyantsev, l'agresseur londonien, aurait été déclenchée par l'amitié de la victime avec cette figure emblématique de la génération Z. Rumyantsev ne voyait pas seulement un rival, mais le symbole d'un monde inaccessible. Le procès a révélé que l'influence numérique de Barron était bien plus importante que son influence physique, s'étendant jusqu'à des personnes qu'il n'avait jamais rencontrées. Il était devenu une figure incontournable d'Internet sans l'avoir jamais recherché, un paradoxe qui a fini par le mettre en danger de mort. Ce mentor de la génération Z incarne le baron Trump des temps modernes. Un homme qui œuvre dans l'ombre mais qui influence profondément la culture mondiale. Il a prouvé qu'à l'ère des algorithmes, l'influence ne s'acquiert pas en prenant la parole en public. Cela vient du fait de savoir à quelle oreille chuchoter. Personne ne s'était rendu compte que la personne la plus discrète était en réalité celle qui avait le plus d'influence, faisant du fils aîné un faiseur de roi numérique avant même ses 20 ans. Caché à la vue de tous à N1O, Barron n'était plus seulement un fils. Il était un associé discret de l'entreprise familiale du pouvoir. L'énigme de N8U, début 2026, l'image du baron Trump comme un enfant surprotégé avait laissé place à une réalité plus complexe. L'énigme de N8U. Vivre comme étudiant tout en étant le fils d'un président en exercice a engendré un style de vie à la fois prestigieux et ultra sécurisé. Tandis que ses camarades empruntaient le métro et vivaient dans des résidences universitaires exiguës, les trajets de Barron étaient une véritable chorégraphie de 4x4 noirs. Il aurait refusé de loger dans les résidences de Honeydew, préférant séjourner dans le luxueux penthouse de son père à la Trump Tower durant sa première année, avant de s'installer très prochainement à la Maison-Blanche pour suivre les cours du campus de NYU à Washington, D.C. pour son deuxième semestre, fin 2025. Sur le campus, Barron était souvent décrit comme une curiosité, une silhouette d'un maître 98 qui arpentait les couloirs de la Stern School of Business tel un fantôme. On le voyait rarement à la cantine ou aux soirées étudiantes habituelles. Il était toujours accompagné d'une escorte d'agents du Secret Service en civil qui tentaient de se fondre dans la masse, vêtus de sweats à capuche et de sacs à dos. Mais rares étaient ceux qui se laissaient berner. Pour beaucoup d'étudiants, il était un géant silencieux. Il ne le croisait que de loin. Et pourtant, il suscita une intense fascination sur les réseaux sociaux où des vidéos TikTok, Fasten Sasquatch, le montrant se rendant en cours, devinrent un sous-genre de la culture universitaire. Malgré l'important dispositif de sécurité et sa nature réservée, des témoignages internes à l'université dressaient un portrait surprenant de son statut social. Contrairement aux rumeurs initiales qui le décrivaient comme un solitaire, des sources bien informées indiquaient que Barron était en réalité devenu très populaire, même auprès de ses camarades les plus progressistes. Ses camarades de classe le décrivaient comme beau et charismatique. Certains le qualifiant même de célibataire le plus en vue au monde. Il tissait des liens avec ses camarades grâce à leur passion commune pour les jeux vidéo, notamment FIFA, et l'immobilier de luxe, prouvant ainsi que, même protégé par les services secrets, il était capable de comprendre et de se mettre à la place de sa génération. Cependant, l'énigme de NYU ne se limitait pas à sa vie sociale. Elle concernait aussi sa carrière naissante. Alors qu'il était encore étudiant, Barron s'est lancé dans le monde des affaires, en cofondant une entreprise immobilière de luxe et en s'impliquant, semble-t-il, dans les projets de crypto-monnaie de sa famille. Il n'était plus seulement un étudiant, il était une marque en devenir. Son arrivée sur le campus de Washington fin 2025 a été perçue par beaucoup comme un tournant stratégique, le plaçant au cœur de la capitale nationale, où il pouvait s'impliquer directement dans la politique et les politiques publiques tout en poursuivant ses études commerciales.
Le comble de l'ironie, c'est que, malgré sa quête d'une éducation normale, la vie de Baron fut tout sauf normale. Il vivait dans un monde où un simple appel FaceTime à un ami pouvait servir de preuve dans un procès criminel majeur et où chacun de ses gestes était scruté par les services secrets et les paparazzis. Pourtant, malgré tout, il conserva un sang-froid qui défiait son âge. Personne ne se doutait que l'étudiant discret du fond de l'amphithéâtre était celui-là même qui, quelques mois plus tôt, avait été cette voix calme au téléphone avec la police londonienne, prouvant ainsi que l'énigme de N8U était en réalité un jeune homme qui maîtrisait déjà l'art de vivre sous les feux de la rampe sans jamais se laisser aveugler. Sa grande taille et son attitude silencieuse entretenaient le mystère, mais le procès de Snaresbrook a finalement apporté les réponses. Les suites et le procès. La véritable nature de Baron Trump, longtemps restée secrète, a finalement éclaté au grand jour dans la salle d'audience lambrissée du tribunal de Snaresbrook en janvier 2026. Pour la première fois, le fils prodigue n'était plus l'objet des spéculations des tabloïds, mais un témoin numérique clé dans un procès criminel aux circonstances violentes. Le procès contre Matvey Rumyantsev, un ressortissant russe de 22 ans, a révélé la terrifiante réalité des événements du 18 janvier et le rôle crucial joué par l'intervention de Baron dans cette lutte à mort. Le moment le plus poignant du procès fut l'écoute de l'enregistrement intégral de l'appel de Baron au 999. Qu'y se passe-t-il? On dirait un immeuble de bureaux ordinaires, des bureaux avec des écrans, des employés affairés répondant à des appels incessants. Pendant les 8 minutes qui se sont écoulées entre la coupure de FaceTime et l'arrivée de la police, Baron n'a pas attendu passivement. Il a agi. Les preuves ont révélé qu'il avait demandé à 2 amis aux États-Unis de contacter également les autorités britanniques, s'assurant ainsi que l'alerte soit impossible à ignorer. Un courriel que Baron a envoyé à la police métropolitaine le 2 mai 2025, lu à haute voix au tribunal, relatait son point de vue avec une précision chirurgicale. L'appel a été décroché. L'homme qui a répondu était torse nu et avait les cheveux foncés. La caméra a ensuite montré la victime, in l'arms, se faire frapper. Il a décrit son état comme une montée d'adrénaline. Pourtant, sa décision tactique de ne pas rappeler et d'éviter l'escalade de la situation a probablement empêché Rumyantsev de s'en prendre davantage à lui. Le témoignage de la victime, dont l'identité demeure protégée par la loi britannique, a constitué le cœur émotionnel de l'affaire. Elle a déclaré sans ambages au tribunal. « Il m'a sauvé la vie. » Cet appel fut comme un signe du destin. Ce témoignage a complètement transformé l'image publique de Baron. Il n'était plus seulement le mentor de la génération Z ou le grand étudiant de N8U. À 18 ans, il avait fait preuve d'un sang-froid remarquable en gérant une crise transatlantique, tandis que le monde entier observait le retour au pouvoir de son père. De plus, le procès a mis en lumière la face sombre de l'influence grandissante du baron. La défense de Rumyantsev a admis que l'accusé éprouvait une jalousie maladive envers le baron, affirmant qu'il se sentait mal à l'aise de voir la victime échanger des SMS avec une personne qu'il considérait comme une amie. Cette révélation a brutalement rappelé que, pour Baron, même ses amitiés privées étaient fortement influencées par sa notoriété. C'est cette jalousie même qui aurait déclenché l'agression, transformant un simple appel FaceTime en un épisode historique du droit international. Fin janvier 2026. À l'issue du procès, le monde entier a pris conscience de cette réalité. Le baron Trump a émergé de la forteresse bilingue de son enfance, non pas comme une copie conforme de son père, mais comme un individu à part entière et déterminé. Il a prouvé qu'il pouvait exercer une influence aussi bien au sommet de la stratégie politique que dans les moments les plus critiques d'une crise personnelle. Le fils discret a enfin trouvé sa voie, non pas sur une estrade, mais au service d'un ami, démontrant ainsi que ce que personne n'avait jamais vraiment compris du baron Trump, c'est qu'il était toujours prêt à agir quand il le fallait. Sentinelle au-delà des mers, témoin pesante. Lorsque baron Trump composa le 999 par ce froid matin de janvier 2025, il n'était pas un simple adolescent passant un coup de fil. Il était un citoyen américain tentant de percer le brouillard juridique du droit international pour protéger un ami. Ce que personne n'avait compris à ce moment-là, et qui n'est apparu clairement qu'en janvier 2026, lors du procès devant la cour de la couronne de Snaresbrook, c'était l'immense fardeau psychologique et juridique que portait Baron, assis dans le calme de sa résidence américaine, témoin impuissant d'une violente agression qui se déroulait en direct sur un écran de 5 pouces. Il ne s'agissait pas d'une vidéo préenregistrée, ni d'une rumeur lointaine.
C'était un aperçu bref et intense d'un crime qui se déroulait à près de 50 km de là, faisant de lui le seul témoin d'une lutte à mort. La complexité juridique du rôle de témoin numérique représente un domaine relativement nouveau pour le système judiciaire britannique. Lors de la présentation des preuves, l'accusation a mis en lumière un courriel que Barron a adressé à la police métropolitaine le 2 mai 2025, dans lequel il se décrivait comme étant sous l'effet de l'adrénaline. Cette expression est essentielle pour comprendre l'état d'esprit de ce jeune homme à qui l'on avait toujours dit de se faire discret et de se taire. À ce moment-là, Barron dut faire un choix: préserver la vie privée de sa famille, une règle inflexible, ou se retrouver au cœur d'une enquête criminelle. Il opta pour la seconde solution, révélant ainsi une intégrité morale affranchie de toute considération politique. Le procès de Matvei Rumyantsev a mis en lumière le coût humain de cette intervention. Ce Russe de 22 ans ne s'en est pas pris qu'à la victime, mais aussi à sa relation avec le baron. Le tribunal a appris que Rumyantsev, pris de malaise et de jalousie, avait vu le nom de Baron apparaître sur le téléphone de la femme. En répondant lui-même à l'appel FaceTime et en pointant la caméra vers la victime pendant son agression, Rumyantsev provocate Baron, faisant du fils du président élu le spectateur impuissant du traumatisme de son ami. L'agresseur misait sur le fait que la position sociale de Baron et la distance qui les séparait le rendraient impuissant. Il a sous-estimé la détermination d'un jeune homme élevé dans le respect absolu de la loyauté. L'enregistrement de l'appel d'urgence, diffusé au jury, a révélé une facette de Baron qu'aucune interview préparée n'aurait pu saisir. Lorsque l'opératrice lui a crié d'arrêter d'être impolie, elle parlait à un adolescent qui assistait, impuissant, à l'agression d'un ami, étranglé et battu. Sa frustration, enfin, peu importe les détails, elle se fait tabasser, n'avait rien de l'arrogance d'un fils de milliardaire. C'était la panique brute et sans filtre d'un homme qui réalisait que chaque seconde passée à lui, demander son identifiant sur les réseaux sociaux était une seconde que son ami aurait pu perdre. Ses excuses qui ont suivi, désolé d'avoir été impoli, ont révélé une maturité et une conscience de soi qui échappent souvent à l'image que le public se fait de lui. Il n'était pas au-dessus des lois, il s'efforçait désespérément d'accélérer le processus judiciaire. L'enseignement le plus important du procès fut sans doute la coordination dont a fait preuve Baron. Il ne s'est pas contenté d'appeler les secours en espérant que tout se passe bien. Craignant que ses contacts américains n'entraînent un retard, il mobilisa 2 amis aux États-Unis pour qu'ils contactent également les autorités britanniques. Cette triple intervention face à l'urgence permet à la police métropolitaine de ne pas ignorer le signalement. Il s'agissait d'une réponse tactique, quasi-militaire, à une crise, laissant supposer que les années passées par Baron sous la protection des services secrets lui avaient appris bien plus sur la logistique d'urgence qu'on ne l'imaginait. Il savait que, dans un système bureaucratique, seul le volume et la persévérance pouvaient obtenir une réponse rapide. Lorsque le juge, lors du procès de 2026, a exhorté les jurés à considérer le récit de Baron avec prudence, faute de contre-interrogatoire, l'opinion publique a eu une toute autre impression. Le témoignage de la victime, selon lequel Baron était un signe de Dieu, l'a présenté comme un protecteur. Il avait utilisé cette même technologie qui isole souvent la génération Z pour franchir un océan et sauver une vie. Ce faisant, il a fait voler en éclats le rempart de sa propre vie privée. Personne n'imaginait que le baron Trump était prêt à inscrire son nom, l'un des plus scrutés au monde, dans un rapport de police si cela pouvait permettre à un ami de survivre à la nuit. Ce passage sur ses actions révèle un homme qui comprend que le pouvoir n'est utile que si l'on est prêt à l'utiliser lorsque les difficultés s'accumulent et que les cris fusent. Le parcours de Baron prouve que la plus grande force du Benjamin D. Trump ne réside pas dans son nom, mais dans la détermination tranquille dont il fait preuve pour protéger ceux qu'il aime. Si vous avez apprécié cette plongée au cœur de la vie privée du fils aîné du président le plus discret au monde, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires inédites.